Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 Ornat dans lequel je te présente deux choses, mais pour le même jeu. Je vais te présenter d'ailleurs le jeu Zombicide Undead or Alive, et je vais te présenter dans un deuxième segment son extension qui s'appelle Gears and Guns, qui amène un nouveau mode de jeu. Les deux, c'est des choses qui vont être disponibles en magasin. Il y a déjà des boutiques qui en ont reçu, entre autres le jeu de base de Undead or Alive, qui est la dernière itération de Zombicide. Il y en a déjà une prochaine qui s'en vient, qui est Marvel. Zombicide Marvel Zombies que les backers ont commencé à recevoir puis qui va arriver éventuellement en magasin. Je te précise que je vais assumer que tu connais le jeu, que tu sais comment jouer. On a déjà sur la chaîne une vidéo qui explique les règles de Zombicide 2e édition que tu peux aller consulter si jamais tu sais pas comment jouer. Fait que je ne te ferai pas un détail complet de toutes les règles de Zombicide. Je vais assumer que tu les connais. Je vais plutôt simplement te présenter qu'est-ce qui change dans cette édition-là. Comme j'avais fait avec le Zombicide 2e édition où je précisais quels étaient les changements par rapport à la première édition, mais c'est encore toujours encore le même set de règles, le même ensemble de règles. Fait que je vais te faire un petit survol des règles au début. Si jamais tu connais pas du tout le système, tu vas avoir une idée de comment ça fonctionne, mais je n'irai pas dans le détail des règles. Ensuite, je te présente qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Undead or Alive, et je termine avec l'extension. Donc, allons-y d'abord avec un simple survol de qu'est-ce que c'est que Zombicide, le système de Zombicide. Si on a un livret d'instruction, d'abord, au revers du livret d'instruction, on va avoir la phase de joueur, la phase des zombies, la phase de fin de tour. La majorité des règles vont être précisées là de façon assez claire, puis ensuite, on peut aller chercher des précisions davantage selon le scénario qu'on fait dans le livret d'instruction. Fait qu'est-ce que c'est Zombicide? C'est un jeu à scénario. On va toujours se choisir un scénario à l'intérieur du livre de règles. Le scénario va nous donner quels sont nos objectifs. Est-ce qu'on a des règles spéciales pour ce scénario-là? Il va nous donner la mise en place du scénario, où placer divers jetons, etc. Et on va généralement avoir à se promener. On va toujours avoir 6 survivants en jeu, peu importe le nombre de joueurs. On va avoir à se promener à travers le scénario, à travers les tuiles, les maps, les bâtiments, les rues, etc. Tentant d'accomplir les objectifs. Souvent, on va avoir des objectifs à ramasser qui sont représentés par ces jetons-là et qu'on va les placer sur les caisses dans la mise en place initiale. Il va généralement avoir une zone de sortie qui va être désignée par un jeton où il va falloir terminer pour gagner le scénario. Il va avoir des zones d'apparition de zombies qui peuvent être de couleur jaune, rouge, orange ou blanche dans les différents scénarios. C'est de là que les zombies vont apparaître. Les zombies eux-mêmes sont générés par des cartes qu'on va retourner ici. Ces cartes-là, quand on va avoir en tourner une pour faire apparaître des zombies dans différentes zones, on va aller vérifier quel joueur a le plus d'expérience. Fait que soit il est dans le bleu, dans le jaune, dans le orange ou dans le rouge. Et ça va déterminer le nombre et le type de zombie qui va apparaître. Dans ce cas-ci, j'ai pris des Long Dead Walkers qui sont des zombies d'une extension. Ici, j'ai des Walkers. Je vais également avoir des Runners. Il y a des Abominations. Il y a toutes sortes de zombies là-dedans. Les joueurs eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont faire à leur tour de jeu? Quand c'est à eux de jouer, ils sont contrôlés, comme je vous le disais, les joueurs vont choisir différents survivants en début de partie. Ils vont avoir de l'équipement de départ qui vient de ce deck-là, selon le type de survivant que c'est. Ils vont placer leur petite fiche sur la plaquette qui est juste ici. Puis, dans leur tour de jeu, ils vont avoir 3 actions au départ, et éventuellement, avec l'expérience, ils vont en débloquer une 4e. C'est à ça que servent les petits bâtons de dynamite. C'est des marqueurs de progression. Fait qu'ils vont éventuellement débloquer une 4e action. On peut se déplacer avec des actions, on peut pas quitter les cases sur lesquelles les zombies, on peut attaquer avec nos actions. Quand on veut attaquer, notre arme va nous donner le type d'arme que c'est. Est-ce que c'est une arme de mêlée, une arme de distance? On va avoir ça juste ici avec le pistolet, on va avoir la portée de l'arme, le nombre de dés qu'on lance, combien on vise sur chaque dé, les dégâts que l'arme va faire, le type de bruit que l'arme va faire, ainsi de suite. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va pouvoir fouiller et trouver davantage d'arsenal. Certaines armes vont avoir ce symbole-là indiquant qu'elles se combinent entre elles. D'autres armes sont des équipements qu'une fois équipés dans notre sac à dos, ils vont nous donner divers bonus.
Fait qu'on va se promener, on va tenter de s'équiper, on va fouiller les pièces en prenant différentes actions, on va tenter de tuer les zombies, principalement pour survivre. À chaque fois qu'on tue des zombies, on va faire de l'expérience qui est mesurée sur cette petite piste-là. Et là, on l'a vu que la piste est divisée en différentes couleurs. La dernière case est en rouge, une grande partie en orange, une partie en jaune, une partie en bleu. À chaque fois qu'on gagne des points d'adrénaline, tel que dit dans le jeu, on va monter là-dessus. Quand on passe dans le jaune, on va gagner une habileté. Quand on passe dans l'orange, on va en gagner une autre, mais cette fois-ci, on va avoir un choix. Quand on va passer dans le rouge, on va gagner notre dernière habileté, mais on va avoir encore un choix plus difficile. Et au fur et à mesure qu'on monte de niveau, comme on l'a déjà vu, ça va également faire qu'il y a plus de zombies qui vont apparaître sur le plateau de jeu. Quand on va vouloir attaquer, comme je l'ai déjà dit, on va avoir généralement des dés à lancer, beaucoup de dés à lancer, selon les types d'attaques qu'on va faire. Et grosso modo, là, un survol extrêmement rapide. C'est ça le système de zombicide. On se promène, on tente de trouver l'équipement, on va monter de niveau en tentant d'atteindre les objectifs qui sont fixés. On va tenter d'éliminer les zombies du plateau pour s'ouvrir un chemin et se rendre éventuellement à la sortie tout en ramassant des objectifs en cours de route ou en atteignant les différents objectifs fixés par le scénario. On espère ne pas perdre de points de vie. Si un seul joueur perd le dernier point de vie et il est éliminé, la partie est perdue pour tout le monde. Cela étant dit, toi, cher amateur de zombicide, maintenant tu te demandes quelles sont les particularités liées à zombicide Undead or Alive. Bon, là, ça, on va découper ça en segments. Évidemment, la première, tu vas t'en douter, c'est le thème. Là, on est dans un thème western. Donc, si c'est le thème qui te plaît, c'est peut-être, moi, c'est ça qui m'avait attiré à la base. Le thème western, c'est un de mes thèmes préférés, que je trouve qui est sous-utilisé dans le jeu de société. Donc, évidemment, notre première chose, c'est la thématique. La deuxième grosse différence qu'on va avoir, c'est une des plus grosses différences qu'il va y avoir dans Zombicide par rapport aux zombicides précédents, c'est le système de classe. Dans Zombicide Undead or Alive, quand tu vas te faire ton équipe en début de scénario, tu vas avoir à choisir 6 survivants comme d'habitude, mais cette fois-ci, les survivants vont avoir des classes, qui est indiqué juste ici. Dans le jeu de base, on a 4 classes. On a les Townsfolk, on a les Gunslingers, on a les Faithful, et on a les Brawlers. Première chose que ça va changer, c'est ton nombre de points de vie. On voit que les Brawlers vont commencer à 3 points de vie comme dans les zombicides précédents. Par contre, toutes les autres classes vont commencer à seulement 2 points de vie. Fait que ça, c'est déjà une différence marquée. Fait qu'on voit ici dans l'exemple précédent que j'avais donné, Zeb, c'est un gunslinger, donc un pistolero. Fait que lui, il va avoir seulement 2 points de vie pour le scénario. Fait que ça veut dire qu'on peut se faire avoir extrêmement rapidement si on ne fait pas attention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toutes les classes vont avoir une habileté spéciale qui est précisée au dos de la classe. Fait qu'on va vouloir créer notre équipe, composer notre équipe, puis aller chercher quelque chose qui est relativement équilibré pour aller chercher le maximum possible des avantages des différentes classes. Allons voir rapidement ces bonus-là. Premier bonus qu'on va aller voir, c'est celui du Gunslinger. Le Gunslinger, dès qu'il est équipé d'un pistolet, peu importe le pistolet, même le pistolet de base qu'on va avoir dans son équipement de départ, il va pouvoir faire une habileté qui s'appelle Fanning. Fanning, on voit que c'est une habileté à 6D, qui va toucher sur des 5 ou plus, et ça ne change pas le nombre de dégâts et la portée. Fait qu'on reste avec un dégât selon le pistolet qu'on a, puis on reste avec la portée selon le pistolet qu'on a. On voit aussi qu'on va faire du bruit, au lieu de faire du bruit du bang, on va faire le bruit du boom. Ça, je vais y revenir quand on va parler du bruit. On va se rappeler pour l'instant qu'on fait le boom. Donc, et on voit qu'avec le pistolet de départ, mon fanning est à 6 et plus au lieu d'être à 5 et plus. Ça, c'est le désavantage du pistolet de départ. Le fanning va également donner à mon pistolet la capacité négative reload, ce qui fait que je ne pourrais pas le faire 2 fois d'affilée. Fait que donc, dès qu'on a un pistolero qui est équipé d'un pistolet, peu importe son pistolet, il est équipé soit dans ses cases de départ, soit dans sa case spéciale où il peut avoir son item spécial. Mais si je décide de faire un fanning avec le pistolet que j'ai, comme j'ai le pistolet de départ, je lance mes dés. Chaque 6 et plus, j'élimine un zombie. Le fanning est appliqué par toutes les mêmes habiletés que les autres affaires qu'on pourrait avoir. Fait que si j'ai plus 1 au résultat des ranges, je vais toucher sur des 4, 5, 6 au lieu des 5, 6. Si je fais plus 1 de dégâts, ça va marcher. Si j'ai plus 1 dé, ça va marcher. Etc. Le fanning ajoute l'habileté reload. Fait que pour ceux qui connaissent Zombicide, ça veut dire que une fois que j'ai utilisé mon habileté fanning, mon pistolet est déchargé. Je dois prendre une action pour le recharger. Puis après, je peux refaire un fanning une deuxième fois. Un peu comme les shotguns coupés. Fait que ça, c'est pour le pistolero. La deuxième habileté, le deuxième type de personnage qu'on va avoir, on va y aller avec les Townsfolk. Townsfolk, il y a 2 habiletés. Lui, il a l'habileté Home Defender.
Home Defender, ça veut dire que lui, son line of sight, sa ligne de portée de vue, n'est pas limitée à l'intérieur des bâtiments. On se rappelle que dans Zombicide normal, si je suis sur la case qui est juste ici et j'ai des zombies qui sont juste là, à l'intérieur des bâtiments, la ligne de vue est limitée à une case. Fait que je pourrais voir dans cette case-ci, par exemple, mais je pourrais pas voir dans aucune de cette case-là, parce que les portes... Il n'y a pas de porte d'ailleurs, soit dit en passant, dans le Undead or Alive. Mais donc, comme l'ouverture est ici, je pourrais normalement pas voir là. Les Townsfolk, eux, peuvent. Ils ont une portée qui correspond à la portée de leur âme, fait que la ligne de vue, pour eux, n'est pas limitée à l'intérieur des bâtiments. Fait que ça, c'est pour les Townsfolk. Les Townsfolk ont également l'habileté que quand ils sont à l'intérieur d'un bâtiment et ils fouillent, ils peuvent fouiller autant de fois qu'ils veulent dans leur tour, pour évidemment une action à chaque fois. On se rappelle que dans Zombicide, normalement, je peux fouiller, retrouver un équipement quelconque, m'équiper immédiatement de cet équipement-là si je le désire, mais ensuite, je peux pas refouiller dans le même tour de jeu, même si c'est dans des pièces différentes. Le Townsfolk, lui, peut le faire, tant qu'il lui reste des actions pour le faire. Fait que là, maintenant qu'on a fait les Townsfolk et maintenant qu'on a fait les Gunslingers, on va continuer avec les Brawlers. Les Brawlers, ils ont déjà une habileté qui ont un point de vie de plus. Leur deuxième habileté, c'est qu'une fois par tour de jeu, ils peuvent faire une charge. C'est la même habileté charge qui existait précédemment. Cette fois-ci, c'est seulement les Brawlers qui peuvent le faire. Pour faire charge, on doit être équipé. Évidemment, on s'en doutera d'une arme de mêlée. On va en trouver une rapidement que j'aurais pu préparer d'avance. Fait que disons, dans ce cas-ci, que mon ami Zeb est un brawler et est équipé d'une machette. Mais pour une action, je peux faire un déplacement de 2 cases et aller faire une attaque en mêlée dans la zone où j'ai terminé mon déplacement. Un déplacement jusqu'à 2 cases. Ça pourrait être un déplacement d'une seule case. Fait que ça combine essentiellement 3 actions en une. Et finalement, on a les Priests qui sont les Faithful, qui ont l'habileté Vader-Rétro. L'habileté Vader-Rétro vient avec ce jeton-ci. Si par exemple je suis un prêtre et je suis dans cette case-ci, je pourrais pour une action utiliser mon habileté Vader-Rétro. Fait que je vais désigner une case que je vois dans mon line of sight. Je vais mettre mon jeton Vader-Rétro sur cette case-là et à la prochaine activation de tous les zombies qui sont dans cette case-là, ils vont sauter leur activation. Pas juste une action, leur activation complète. Donc, quand je vais arriver dans la fin de tour de jeu, dans la phase de zombies, normalement, les walkers seraient censés se déplacer d'une case, les runners seraient censés se déplacer d'une case et m'attaquer. Là, ils ne pourront pas le faire parce qu'ils sont dans mon jeton Vader-Rétro. Dès qu'il s'active, le jeton s'en va par contre, donc ça ne le fera pas 4 fois si je pige des suractivations, etc., etc. Il y a également dans le jeu une carte spéciale qui est de l'eau et une autre carte spéciale qui est de l'eau bénite. L'eau va me donner des bonus mineurs quand je vais l'avoir, je vais pouvoir la dépenser pour de l'expérience, alors que le Holy Water a un pouvoir particulier. Mais si je suis un Faithful, je vais considérer l'eau comme étant de l'eau bénite, évidemment, parce que je peux la bénir moi-même. Une autre différence qu'on va avoir dans le jeu, ça va être au niveau du matériel. Au lieu d'avoir une voiture, la voiture de police, des trucs comme ça, on va avoir un wagon qui est quand même représenté par une tuile, qui va généralement être dans une tuile extérieure. Et on peut potentiellement avoir un Gatling Gun qui est représenté par une mini. Le Gatling Gun peut même, dans certains scénarios, être dans le wagon. Les caractéristiques spéciales du wagon et du Gatling Gun vont être précisées sur des cartes qui viennent avec le jeu. Fait qu'on voit que le Gatling Gun, il y a des habiletés d'attaque spécifiques qui viennent avec, tandis que le wagon, évidemment, des habiletés de déplacement qui viennent avec. Et on va avoir dans les tuiles supplémentaires, toujours au niveau du matériel, on va avoir un train. Fait que le train, selon les scénarios, des fois, il va nous demander de le placer. Fait qu'on va avoir des tuiles de train qui sont comme ça ici, qu'on va pouvoir les placer le long de nos scénarios, le long de nos plateaux. Fait que le train, il va avoir différents effets dans différents scénarios. Parfois, ils vont nous le faire tourner pour plutôt avoir le chemin de fer de l'autre côté. On est dans un jeu western, donc on va avoir le chemin de fer et le train qui va venir. C'est tout à fait thématique. Et finalement, toujours au niveau du matériel, on a un nouveau type de lieu qui sont les balcons qu'on va voir comme ça, juste ici sur le coin des rues. Fait que si je suis à l'intérieur de la pièce qui est ici pour un point de déplacement, je peux aller sur le balcon. Le balcon voit les deux rues, en fait, il voit dans les deux sens là, de façon horizontale et de façon verticale. Fait que je vais voir sur toute la ligne qui est là, puis je vais voir sur toute la ligne qui est là, parce que je suis sur le balcon. Les zombies vont me voir également. Par contre, ils ne pourront pas grimper directement. Moi, je ne pourrai pas descendre. Fait qu'il va falloir que je fasse attention, parce que s'ils rentrent, mais là, moi, je n'ai plus de porte de sortie. Donc, il faut faire attention quand on utilise le balcon, mais ça nous ouvre énormément au niveau de la ligne de vue.
Une autre différence quand même assez importante au niveau tactique qu'on va avoir, on l'a déjà vu que le son fonctionne pas de la même façon qu'avant, que dans d'autres zombicides. Il y a juste un jeton de son dans Zombicide Undead or Alive, ce qui réduit quand même pas mal les composantes. On a déjà vu par exemple que quand mon pistolero, mon gunslinger utilise l'habileté Fanning, je vais avoir à aller placer le jeton Boom. Ça, ce que ça veut dire, la façon que le son fonctionne, c'est que certaines habiletés vont me dire je fais du son, donc je vais prendre ce jeton-là. Contrairement aux autres zombicides, on va pas accumuler le jeton, on va juste le déplacer. Fait que si j'ai un héros qui était dans cette case-là, par exemple, et qui utilisait une arme à feu, ça va faire un bang, je vais aller placer mon jeton dessus. Même s'il tire 2, 3, 4, 5 fois, ça n'a aucune importance. 6 mois plus tard, dans le même tour de jeu, j'utilise mon arme à feu puis je fais un bang moi aussi, je vais déplacer le jeton. C'est maintenant moi qui va attirer l'attention. Si on était dans cette situation-ci, puis ensuite je me sauve, puis je m'en vais ailleurs, et que les zombies vont rentrer, ils vont aller vers le bruit. Comme d'habitude, je vais laisser le bruit derrière moi. Si j'utilise un effet qui fait boom, puis l'un des effets principaux du jeu qui va faire des booms de temps en temps, c'est la dynamite. On voit que le symbole de bruit est un peu différent. Si j'utilise un boom, je vais tourner le jeton de l'autre côté, puis maintenant, ça prend un boom pour pouvoir déplacer celui-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui a lancé de la dynamite ici, ça fait un boom, puis moi, je tire, puis je tire au pistolet, j'aurais même pas à placer de jeton de bruit. C'est quand même le boom qui va attirer l'attention. Il y a également le deck de Bounty qui est nouveau, qui est comme ça juste ici. Le deck de Bounty, c'est qu'on va le brasser en début de partie et on va avoir une condition à atteindre sur le dessus du deck. Fait que si par exemple, si je réussis à gagner 5 points d'adrénaline dans un seul tour alors que je suis sur un balcon, je vais tourner cette carte-là et je vais la gagner. Ça va me faire une nouvelle arme. Ça va révéler un nouvel objet qu'on essaye d'aller chercher. Fait que si est-ce que je tue une abomination avec ma dernière action? Si je réussis ça, je vais aller chercher l'objet de Bounty qui est sur le dessus. Puis là, ensuite, on va continuer à traverser, à creuser dans ce paquet-là, tout simplement. Ce sont évidemment des armes puissantes et fortes qui ont des habiletés spéciales et qui sont plus efficaces que ce qu'on va retrouver dans le deck normal. Mais on a une façon donc particulière d'aller chercher ces armes-là. Une des différences les plus importantes qu'il va y avoir, c'est le fonctionnement des zones de génération de zombies, les fameux spawn points. On va avoir les spawn points de départ qui est indiqué en jaune, qui est toujours précisé avec le chiffre 1, c'est toujours de lui qu'on commence à spawner. On va avoir des spawn points qui sont mobiles, qui sont des spawn points orange. Certains effets de scénario vont nous permettre de déplacer ces spawn points-là vers le spawn point de départ, généralement en lançant de la dynamite dessus. Fait que ça va permettre de déplacer sa case de départ, rendant ça un petit peu plus facile de gérer les apparitions de zombies. On va avoir des spawn points d'abomination parfois qui vont être placés dans certaines zones du plateau de jeu. Ces spawn points-là, si le scénario nous demande d'en placer, de la façon qui fonctionne, c'est qu'à partir du moment qu'on spawn une abomination, qu'on fait apparaître une abomination, fait que si par exemple je pige cette carte-là pour le spawn point qui est juste ici, je vais piger une abomination, je vais défausser ça. Si on a le jeu de base, on a seulement une abomination qui est dans le deck, mais si on a des extensions, les stretch goals, etc., on va avoir un deck d'abominations, fait qu'on fait simplement piger la première carte, puis on choisit cette abomination-là. Si on a le jeu de base, c'est toujours cette abomination-là qui va apparaître. Et dès qu'il y a une abomination qui apparaît, on va activer le spawn point de l'abomination. Ça veut dire dans le même tour de jeu, on y va toujours en sens horaire. Fait que là, comme j'ai commencé là, je m'en vais en sens horaire, je suis rendu là. Mais ça veut dire que lui aussi, il va avoir des zombies qui vont apparaître là. Dès qu'on tue l'abomination, on va désactiver ce spawn point-là. L'autre type de spawn point qu'on va avoir, c'est les piles de cadavres. Les piles de cadavres sont représentées par les espèces de symboles qu'on voit comme ça ici, juste sur cette tuile-là, ou par exemple, je pourrais l'avoir également, si là, ça ne fitera pas comme ça, mais mettons que je mets ça comme ça, je pourrais l'avoir également sur cette tuile-là, comme on voit juste ici. Ces piles de cadavres-là, de la façon qu'ils vont fonctionner, c'est que dès que je rentre dans un building dans lequel il y a des piles de cadavres, je vais aller placer une zone de génération de zombies sur ma tuile. Si plus tard dans le jeu, je me déplace puis je m'en vais ici, là maintenant je vais activer celui-ci. Puis on va continuer comme ça pour chaque zone qu'on explore, chaque tuile qu'on explore. Si on rentre dans un bâtiment puis il y a une pile de cadavres, ça va créer une zone d'apparition de zombies. Il n'y a pas un zombie qui va apparaître tout de suite dessus, mais dans la première phase dans la prochaine phase de génération de zombies, au lieu d'avoir juste 2 cartes de zombies que je vais piger, je vais en avoir 4, ce qui fait que les zombies potentiellement vont avoir beaucoup plus de suractivation. Comment on peut faire pour se débarrasser de ces phases-là? On l'a vu tantôt. Il y a certaines cartes qui vont être de l'eau bénite. Je ne sais pas si je vais en trouver une rapidement, on l'espère. Il y a certaines cartes qui sont de l'eau bénite. Si je suis adjacent ou sur la case d'un des spawns-là, je peux lancer de l'eau bénite dessus en défaussant cette carte-là et je vais désactiver cette zone de spawn-là. Il peut y avoir certains scénarios, certains effets de jeu qui vont les réactiver. Mais de façon générale, une fois que c'est désactivé, il n'y aura plus de zombies qui vont apparaître de cette zone-là pour le reste de la partie. Et on a déjà précisé que les Faithful, donc les croyants,
peuvent se servir d'une carte d'eau ordinaire pour faire exactement le même effet. Dans tous les cas, si on réussit à détruire un spawn comme ça, un spawn de pile de cadavres, on va faire un 5 points d'adrénaline, un 5 points d'expérience pour le survivant qui réussit à faire ça. Allons-y maintenant rapidement pour te montrer ce que tu vas retrouver dans l'extension Gears and Guns, qui est l'extension Steampunk. D'abord, tu vas avoir un mode de jeu qui est le mode de campagne, une campagne en 10 parties, qui va progresser, qui a une petite narration à l'intérieur, et tu vas avoir du nouveau matériel. Dans ton nouveau matériel, là, je te montrerai pas, mais tu te doutes que tu as des nouveaux survivants, tu as une nouvelle abomination également, puis tu as 6 ou 8 ou 10 nouveaux survivants. Tu en as quand même une bonne quantité, je pense que c'est 8. Il y a un nouveau survivant, fait que tu en as quand même une bonne quantité. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre dans ton matériel? Ben, dans les nouvelles tuiles, la nouvelle mécanique va tout tourner autour de la vapeur. Tu es dans un steampunk, donc tu vas avoir des machines à vapeur sur les nouvelles tuiles qui sont représentées par ceci. Les machines à vapeur, tu vois qu'il n'y a pas de porte, on peut donc jamais rentrer à l'intérieur, mais on peut les manipuler. Juste à côté des machines à vapeur, il y a des leviers. T'en vois un juste ici, t'en vois un autre juste ici. On peut même mettre des jetons dessus pour se rappeler qu'il y a des leviers à ces endroits-là. Les machines à vapeur, généralement, vont commencer de façon active et on va pouvoir prendre une action si on est dans la même zone pour la désactiver, la machine à vapeur. Qu'est-ce que les machines à vapeur vont faire? Ben, ça va dépendre des scénarios dans la campagne que tu vas avoir, mais de façon générale, elles vont te permettre de recharger ton équipement avec une action, si on va y revenir. Et s'il y a un monstre qui détruit le levier, une machine à vapeur qui est activée va projeter une espèce de nuée de vapeur comme ça ici qui peut potentiellement être dangereuse. Si on désactive la machine à vapeur alors qu'elle est brisée, on va tourner ça, puis à la place, ça va projeter une zone d'eau qui va être là, qu'il n'y a pas d'effet en tant que tel de jeu, ça devient simplement une zone qui est boueuse. Tu vas également avoir le concept de dangerosité, fait que le concept de vapeur, la pression qu'il va y avoir dans les machines qui sont sous la ville. À tous les tours de jeu, cette pression-là va augmenter de 2. Si la pression arrive éventuellement à 14, mais la vapeur, si on a donc une machine à vapeur qui est activée et brisée, et on a un nuage de vapeur, ben là, ça va faire 1 point de dégâts pour tout aventurier, tout survivant qui se déplace ou qui commence dans cette zone-là. Ça n'affecte pas les zombies. Si jamais on se rend à 20, ben les machines explosent et le scénario est terminé. On va perdre ce scénario-là. Il y a des moyens, selon les scénarios, de faire baisser le niveau, la jauge de vapeur, la jauge de pression, mais c'est vraiment le scénario, chaque scénario va avoir sa spécificité sur comment ça se fait. Une autre nouveauté que tu vas avoir dans la campagne, c'est que le deck d'équipement est complètement remplacé. On va prendre son ancien deck d'équipement, on va mettre ça dans la boîte, puis à la place, on va se servir de celui-là. On va également avoir un deck d'invention, qui c'est un nouveau deck allant avec l'extension. Le deck d'équipement, en quoi, qu'est-ce qu'il y a de différent de nouveau? Bon, on va retrouver certaines des mêmes cartes qu'on avait, fait que l'eau, Plenty of Shells, ces trucs-là. Mais si on a des armes, des pistolets, des armes de mêlée, ou si on a des carabines, on va avoir un nouveau mode d'action qu'on va pouvoir utiliser, qui est le mode Steam All, Steam Out, où on va pouvoir vider de vapeur ces armes. Là, on est rendu avec des armes steampunk. Si on veut utiliser le mode spécial, c'est qu'on voit que nos caractéristiques peuvent avoir un avantage selon le type d'arme qu'on a. Si par exemple j'ai ce couteau-là, puis je dis ben j'ai besoin du bonus supplémentaire, fait que je vais prendre une chance et je vais aller chercher le dé supplémentaire. Ben, on voit que le couteau, je vais donc lancer un dé et je vais lancer un dé de plus parce que j'utilise le mode spécial. Par contre, le dé de plus, je vais utiliser ce dé-là, qui est un dé qui vient avec l'extension. Puis on voit qu'au lieu de prendre 4, ça me prend 3 pour toucher. Je lance mes dés et ça me permet d'avoir 2 succès. Je vais donc tuer 2 zombies. Comme je suis en mêlée, je vais pouvoir viser, etc. Par contre, si j'avais roulé ceci ou cela, ben là, j'aurais eu juste un succès. Mais si je roule cette face-là sur le dé rouge, spécifiquement sur le dé rouge, j'épuise mon arme. Fait que je vais la retourner comme ça ici, je ne pourrai plus m'en servir. Elle est automatiquement épuisée. Et si on est dans une case où il y a une machine active qui n'est pas brisée, ben je pourrais prendre une action pour recharger de vapeur mon arme, me permettant de la réutiliser. Les bonus que je vais aller chercher quand je prends cette chance-là sont différents selon l'arme que j'utilise. On voit que les pistolets vont avoir un dé de plus, mais ils vont me donner un free reload gratuitement si j'utilise l'action fanning de laquelle j'ai parlé dans le jeu de base de Zombicide, Undead or Alive. Alors que les rifles, les carabines, vont avoir leur portée augmentée et le nombre de dés d'attaque va également être augmenté. Fait que ça, c'est une grosse différence où on va avoir une phase de prise de risque si on le veut, si on est mal pris avec nos équipements.
Également, si on est dans des pièces où il y a cette manivelle-là, à l'intérieur de ces pièces-là, si on fait une action de cherche, de fouille, on n'ira pas chercher une carte dans le deck d'équipement normal. Pour aller chercher une carte dans le deck d'équipement normal, il va falloir les fouiller dans les lieux qui n'ont pas cette manivelle-là. Si je fouille dans un lieu qui a cette manivelle-là, ben, je vais plutôt trouver des inventions. Quand on va trouver une invention, il y a la Steam Bottle, qui est une invention particulière qui agit grosso modo comme une dynamite, mais on peut aller trouver d'autres types d'affaires. On peut trouver des armures, on peut trouver des espèces de bras mécaniques, de jambes mécaniques, toutes sortes de choses qui vont nous permettre d'aller chercher divers bonus. Les inventions ont également la particularité de ne pas prendre de place dans l'équipement, mis à part, même pas le Steam Bottle non plus, il n'y a aucune des inventions qui prend de place dans l'équipement, fait qu'on va les mettre sur le côté de sa plaquette de plastique et non pas prenant l'un des espaces de sa plaquette de plastique, fait qu'on va pouvoir avoir collectionné éventuellement beaucoup d'inventions. Je précise pour terminer sur l'équipement que le paquet de Bounty également est changé quand on joue avec l'extension Gears and Guns. Le principe reste le même, on a un objectif à atteindre sur le dessus de la première carte de Bounty. Si on réussit à l'atteindre, on gagne cette carte-là, puis on révèle l'objectif suivant qu'on tente d'atteindre. Mais les cartes de Bounty vont fonctionner comme les autres cartes, c'est des cartes d'équipement plus fortes qui ont aussi le mode Going Full Steam, c'est ça le vrai nom du mode, une fois qu'on peut jeter davantage de dés. Je termine sur les équipements en disant que, évidemment, il y a beaucoup de personnages qui ont des habiletés qui vont aller avec ce nouveau mode de jeu-là, le mode Going Full Steam qui permet de lancer ces dés-là. Fait que si on nous demande de lancer, par exemple, les ingénieurs vont avoir un dé de plus. Si on lance un dé supplémentaire, fait que quand on lance ce dé supplémentaire-là, on va lancer plusieurs fois ces dés-là, potentiellement accompagnés évidemment des dés de base. Fait que lancer plus de dés Steam, ça nous permet d'avoir plus de chances de succès, mais ça nous donne également plus de chances de rouler la face, qui fait qu'un objet se brise. Si on a une arme qui est dual, qui permet d'être deux, fait que si on a 2 pistolets par exemple qui donnent un dé chaque et qu'on décide d'aller full Steam, ben le dé supplémentaire va être donné à chacun des pistolets. Fait que si on roule une seule face, faisant que notre objet se brise, il y en a un des deux qui brise, puis si on roule les deux faces, on est malchanceux, ben là, les deux objets vont se briser, puis on aura à dépenser éventuellement 2 actions dans une case avec une manivelle pour pouvoir réactiver tout ça. Avant de passer à la campagne en tant que telle, vous avez entendu le mot ingénieur. C'est la dernière chose qu'il y a de nouveau dans cette extension-là, c'est qu'on a une nouvelle classe, la 5e classe, qui est l'ingénieur. L'ingénieur, lui, qu'est-ce qu'il va avoir comme pouvoir? C'est que lui, s'il a dans son inventaire divers équipements qui sont steampunk, donc qui ont cette capacité-là à aller full steam. S'il y en a une qui se décharge pour une action, il peut décider d'en décharger une autre pour recharger la première. Fait qu'il va pouvoir jouer un petit peu avec ça. Et en plus de ça, tel qu'indiqué sur sa fiche, quand il va full steam, donc quand il va chercher le bonus quelconque d'une arme, lui, il va ajouter un dé supplémentaire. Il est spécialisé pour utiliser les capacités particulières de ces armes-là. Fait que ça, c'est la 5e classe, les ingénieurs. Finalement, le plus gros morceau de cette extension-là, c'est que maintenant, on peut jouer en mode campagne. Quand on est en mode campagne, première chose qu'on va faire, c'est que nos 6 survivants qu'on va choisir, on va chacun avoir une petite fiche comme ça, on va en avoir une fiche par survivant. On va donc écrire le nom du survivant, notre nom à nous, le reste, je vais expliquer ça dans quelques instants. Et on s'en doute, dans le livret de règles de Gears and Guns, on a différentes missions, mais cette fois-ci, les missions vont se jouer l'une à la suite de l'autre de façon narrative. Première chose que ça va changer, ben, on voit ici qu'on a des chiffres dans notre mise en place. Ça représente des cartes. Fait que chaque mission est associée avec un deck de cartes. On a les decks de cartes de chacune des 10 missions de la campagne. Et quand on ouvre l'un des decks de cartes, on s'excuse pour le bruit qu'on refait 2 fois. Quand on ouvre l'un des decks de cartes, on voit les cartes sont numérotées. Fait qu'on va tout simplement les placer à divers endroits du plateau de jeu, selon ce qui est demandé par le scénario. Ça devient des objectifs que pour une carte d'action, on peut prendre la carte, la révéler et voir ce qui se passe. Je vous laisse découvrir qu'est-ce que ces cartes-là feront. Mais c'est ça qui va faire progresser l'histoire. Et généralement, notre objectif de victoire va être imprimé sur l'une de ces cartes-là. Des fois, c'est des cartes qui vont sur le plateau, des fois, c'est des cartes qu'on place à côté du plateau. Mais chaque scénario a donc son propre deck de cartes avec quelques surprises. Les autres choses que la campagne va changer, outre ça, c'est que sur sa fiche de personnage, donc, on va faire progresser nos héros, nos 6 survivants de base. Pour chaque niveau orange qu'on va avoir atteint et niveau rouge, on peut faire potentiellement 1 point d'expérience dans la partie. Fait que si avec mon survivant, disons que je suis Zeb, il a fini la partie dans le niveau rouge, il va faire 2 points d'expérience. 1 point pour avoir atteint l'orange, 1 point pour avoir atteint le rouge.
Si on joue en mode full red, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, où on peut réinitialiser son expérience puis repasser par le orange et le rouge, ben on peut quand même faire juste son expérience une fois pour l'orange, une fois pour le rouge, donc un maximum de 2 points par partie. On va cocher les cases ici à la fin d'une partie pour chaque expérience qu'on va avoir fait, puis on voit qu'à certains niveaux, on va gagner des bonus. Le bonus, on a toujours le choix à chaque fois qu'on gagne un niveau. Soit on gagne une action bonus, soit on gagne une compétence de campagne. Les compétences de campagne sont décrites ici. S'il y a des compétences qui sont nouvelles par rapport à ce qu'on avait dans Undead or Alive, elles vont être décrites à la fin du livret. Mais sinon, c'est des compétences de base. Fait qu'on va gagner la capacité Lifesaver ou Sidestep ou Steady Hand. Les nouvelles comme Toolbox ou Destiny sont expliquées dans le livre de règles. On peut gagner différentes affaires très simples. On part avec 2 points d'expérience de plus ou 1 point de vie de plus, ainsi de suite, partir avec certains types de cartes. À la place, pour chaque compétence, on peut gagner une action bonus à la place. Si on gagne des actions bonus, on va les mettre là. Et chaque action bonus s'utilise, tel qu'indiqué ici, une fois par mission. Fait que si j'ai 5 actions bonus, mais ça veut dire que dans la prochaine partie, 5 fois dans la partie, je vais pouvoir prendre une action bonus. Ça peut être dans le même tour, dans des tours différents. Puis on peut cocher ici, une fois qu'on les utilise pour s'en rappeler, et effacer à la fin de la partie. On va également, dans les scénarios, ramasser son posse, donc son groupe de gangsters qui va être associé à chaque survivant. Ça veut dire que si je trouve un nouveau survivant, un nouveau compagnon, et qui fait partie de mon équipe, puis je le trouve, ça peut être un gunslinger, la même classe que moi, une classe différente, je vais écrire son nom ici, avec la fiche, etc. Et à partir du prochain scénario, je vais toujours avoir le droit d'utiliser soit le survivant qui est indiqué ici, soit l'un des membres de mon posse qui est juste ici. Ça va me permettre d'avoir un peu de variété d'un scénario à l'autre. Finalement, on va avoir la règle des équipements qu'on garde entre les scénarios. La façon que ça fonctionne, c'est que quand un scénario est terminé, si on l'a gagné évidemment, on va aller regarder nos cartes et toutes nos cartes qui n'ont pas de chiffres en haut à droite, celles-là vont retourner automatiquement dans le paquet, c'est sûr qu'on les gardera pas. Par contre, les chiffres, les cartes qui ont un chiffre, on voit ici par exemple, lui, il y a un chiffre de 5, celui-là, un chiffre de 6. On va avoir à faire un jet pour chacune des cartes. Le jet va se faire spécifiquement avec les dés de cette extension-là. Fait que par exemple, est-ce que je garde mon Sawed-Off Shotgun? Je vois que je n'ai roulé aucun 1, donc celui-là, je le garde pour le début de la prochaine partie. Je refais la même chose avec mes Super Bots qui me donnent la compétence Sprint. Je lance 6 dés parce qu'on me demande de lancer 6 dés juste en haut à droite ici. Je les lance, je roule malheureusement un symbole de Steam, ce dé-là. Donc cette carte-là est défaussée et renvoyée dans le deck d'invention pour le début de la prochaine partie. Fait que pour la prochaine partie, au lieu de commencer avec mon objet de base, je vais commencer minimalement avec un sawed-off, ce qui est quand même très très raisonnable. Et on va refaire ça à la fin de chacune des parties. Fait qu'on va avoir à reconstruire malgré tout son inventaire au début de chacune des parties. Parfois, on va être chanceux, on va commencer avec 4-5 objets. Des fois, on va être malchanceux, on va commencer avec pratiquement aucun objet pour la partie suivante. Et voilà qui fait le tour pour Undead or Alive et Gears and Guns, donc la boîte de base de l'extension. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Je passerai même pas sur le niveau du matériel. C'est du ciment, c'est du zombicide, fait que c'est la même qualité, peut-être un peu mieux parce que c'est plus récent que ce que tu as vu dans les zombicides précédents, fait que des figurines de bonne qualité, des dés, des cartes de bonne qualité, des tuiles de bonne qualité, etc. Les tuiles warp un petit peu, comme des fois ça arrive dans un nouveau jeu. Puis celui-là, il y a une petite vibe western en plus, fait que les dés sont en bois, les plaquettes de plastique qui ont une certaine rigidité, puis on a le feeling, bon, on n'a pas la sensation de bois évidemment, mais on va être un petit peu abîmés comme des troncs d'arbres, comme comme les corses d'arbres, etc. Les petits pegs pour calculer ton expérience, tes points de vie, c'est des espèces de petits bâtons de dynamite. Fait que ça, c'est une touche qui est intéressante. Mais c'est très mineur. Sinon, les composantes sont de très bonne qualité. Pour le gameplay, c'est selon moi évidemment le meilleur zombicide à ce jour, et le seul que je n'ai pas joué, c'est celui de Marvel qui n'est pas encore sorti. C'est le meilleur parce que premièrement, c'est le plus difficile. Je ne l'ai pas dit dans l'explication parce que ça apparaît pas dans le matériel en tant que tel, mais les cartes d'apparition de zombies sont impitoyables. Il n'y a pas de carte que 0 zombie qui apparaissent, il n'y en a pas dans le jeu. Fait qu'il y en a toujours minimalement 2 cartes qui vont apparaître, même si on est dans le bleu, fait qu'on se fait rapidement envahir. Et avec la nouvelle mécanique des jetons blancs d'apparition de zombies, c'est-à-dire quand je rentre dans une nouvelle salle, il y a une pile de cadavres qui va s'activer, ça va générer une nouvelle tuile où il y a des zombies qui peuvent spawner, qui peuvent apparaître, et on doit avoir de l'eau bénite pour pouvoir annuler cette case-là. Ça fait que la pression venant des zombies, quand on est dans le bleu, ça se gère encore bien, quand on est dans le jaune, ça commence à être difficile, puis dans l'orange, le jeu vient extrêmement
ardu. On ajoute à ça que les personnages, en moyenne, ont 2 points de vie au lieu de 3. Fait qu'un seul runner qui se rend sur un personnage puis qui s'active sur sa case parce qu'on a pigé une carte de suractivation, on était mal chanceux, on a mal prévu notre coup, c'est une défaite instantanée. Le jeu est vraiment très, 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 très difficile comparativement aux zombicides précédents, ce que, personnellement, je trouve est une qualité. Les zombicides avaient tendance parfois à être un petit peu faciles. Celui-là, je l'ai trouvé difficile. C'est le premier zombicide que je trouve vraiment difficile. Puis c'est pas juste une question de malchance ou de mauvaise planification. Il est tough, il est difficile. Fait que ça, c'est une chose que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le système de classe. Fait que quand on choisit un personnage, en plus de notre capacité au niveau bleu qu'on a comme dans tous les autres zombicides, on a une capacité qui est associée à notre classe. Fait que si je veux faire un bonhomme en melee, ben les brawlers sont forts en melee, ils ont un déplacement puis une attaque gratuite en melee, même avec ma casserole du début, il y a une certaine efficacité, je vais être bon de loin. Les gunslingers, c'est des machines à tuer une fois qu'ils ont un pistolet digne de ce nom entre leurs mains. Puis les Townsfolks, l'idée de chercher 3 fois, 4 fois par tour si on a besoin de trouver la dynamite, c'est extrêmement efficace. Puis leur mine de rien, leur ligne de portée infinie à l'intérieur des bâtiments, c'est pas infini, mais qui ont une ligne de portée qui s'étend au-delà d'une case à l'intérieur des bâtiments, c'est extrêmement efficace aussi. On ajoute à ça les Fateful, qui ont une capacité de contrôler le terrain extrêmement efficace parce qu'ils peuvent bloquer des troupes entières de zombies ou calculer une zone pour qu'on puisse lancer une dynamite qui va tuer une zone au complet en bloquant une zone, attendre que l'abomination arrive sur cette zone-là, puis le tour d'après, il y a encore plus de zombies quand on pitch la dynamite sur la place. Fait que les pouvoirs des joueurs amènent une touche intéressante qu'il n'y avait pas dans les zombies précédents. Je pense que dans Invaders, si ma mémoire est bonne, il y avait des citoyens puis des soldats, fait que tu avais comme 2 grandes classes, là, il y en a 4. J'ai trouvé que c'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne touche. L'équipement, c'est aussi efficace que dans les autres. Les pouvoirs, les héros, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus forts que dans les zombicides précédents. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'abominations qui vont s'activer dans celui-là, puis le jeu est beaucoup plus difficile. Fait que j'ai l'impression que ça s'équilibre bien malgré tout. J'aime beaucoup les règles concernant les apparitions des zombies, les nouvelles façons, les nouvelles variantes que ça. Puis il y a plusieurs scénarios qui permettent de faire déplacer les jetons d'apparition de zombies pour tous les regrouper au même endroit. Il y a des scénarios que c'est ça qu'il faut faire, puis ensuite il faut faire éclater cet endroit-là à la fin de la partie. Fait que c'est vraiment, selon moi, un excellent zombicide, mais il est difficile. Fait qu'il est moins jeu de party que les autres zombicides j'ai trouvé. Fait que si toi tu cherches un jeu d'entrée que tu peux montrer à n'importe qui puis qui est pas trop difficile, t'es peut-être mieux qu'un zombicide deuxième édition. Mais si t'aimes le système de zombicide, mais tu le trouves un peu facile, celui-là, d'après moi, tu vas aller trouver quelque chose. Il est très difficile. Puis moi, j'ai trouvé ça super le fun. J'ajoute ma deuxième critique dans le jeu, qui est l'extension Gears and Guns, que j'ai trouvé extrêmement sympathique. J'aime beaucoup les nouvelles règles de combat qui sont associées aux armes spéciales à vapeur qu'on a dans le jeu, où on peut prendre une chance puis s'ajouter 1, 2 ou 3 dés selon le personnage et les pouvoirs qu'on a. Mais ces dés-là, si on roule des 1, on va se bloquer cette arme-là au complet. Je trouve que cet aspect de pousser sa chance-là, je trouve ça extrêmement, extrêmement intéressant, extrêmement le fun. Puis ça donne des tours glorieux et épiques où un joueur est pris dans un coin avec sa chainsaw à vapeur et décide qu'il va full steam 2-3 actions d'affilée puis qu'il réussit à pas rouler d'un puis il réussit à garder sa chainsaw sur-efficace. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis j'ai aimé l'aspect qu'ils ont fait pour se garder un certain intérêt narratif dans la campagne où on a des cartes avec des événements qui vont se passer au fur et à mesure qu'on progresse. Généralement, les objectifs, c'est révèle toutes les cartes puis tu vas avoir à trouver dans ces cartes-là lequel va te mener vers la fin de la victoire. Fait que j'ai trouvé ça le fun, ça donne de la vie puis ça donne de l'ambiance. Au niveau de l'écriture, c'est pas un jeu c'est pas une campagne qui a une narrative extraordinaire. On arrive dans une ville, il y a des zombies qui se lèvent, on comprend pas ce qui se passe, puis on essaie de la traverser, grosso modo. Fait que c'est pas quelque chose qui va te jeter à terre au niveau de sa narration, mais c'est intéressant par rapport aux autres modes de campagne que j'ai vécu dans d'autres zombicides. J'ai pas essayé celui de la deuxième édition qui est dans Fort Washington, si ma mémoire est bonne, mais j'ai trouvé qu'il était plus vivant, qui avait plus d'interaction, qui était intéressant comme mode campagne, puis relativement court, c'est une dizaine de parties, d'environ 60 à 90 minutes par partie, fait que ça se joue très très bien. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur le mode de campagne? La classe d'inventeur est intéressante aussi, c'est pas ma classe préférée, mais je l'ai trouvée quand même intéressante à essayer. Puis voilà, fait que si tu aimes déjà Zombicide, tu as Undead or Alive ou tu prévoyais te le procurer, t'aimerais rajouter une petite touche campagne avec ça, avec un aspect steampunk que je trouve qui se marie très bien avec le thème western,
tu peux aller chercher ça. Tu ne seras pas déçu. Il y a des bonnes règles dedans, il y a des bonnes composantes, puis il y a une bonne histoire à suivre. Je rajouterai que ma principale, pour finir sur le mode campagne, ma principale inquiétude était que jouer le même personnage à Zombicide 10 games de temps, 10 parties de temps, ça peut être un peu long parce qu'à un moment donné, un personnage n'a pas 8 arbres de compétences à développer pour s'individualiser à travers sa progression. Mais ils ont contourner le problème ou régler le problème en faisant que des survivants vont trouver d'autres survivants. Fait que mon survivant numéro 1, je contrôle Zeb. Dans la partie où je joue, ben, éventuellement, je vais trouver peut-être un Fateful, je vais trouver un autre Gunslinger, je vais trouver un Townsfolk. Puis à partir de la prochaine partie, je pourrais choisir entre mes 2 ou mes 3 ou mes 4 personnages qui m'appartiennent à moi pour faire une partie. Fait qu'une fois que je vais avoir l'impression que je vais faire le tour avec Zeb, je peux essayer de commencer à jouer avec un autre personnage 2-3 parties. Puis quand j'aurai fait le tour avec ce personnage-là, je vais en avoir trouvé un ou deux autres avec lesquels je vais pouvoir continuer aussi. Fait que c'est intéressant de jouer le personnage que j'avais choisi initialement 2, 3, peut-être 4 fois, puis éventuellement aller vers un autre personnage. Et les compétences que je vais avoir débloquées sur ma fiche individuelle comme ça s'appliquent à tous mes personnages à moi. Fait que si j'ai dit que je commence avec la carte Bullet, puis j'ai 2 actions de plus, puis j'ai l'habileté Steady Hand, ben tous les personnages qui sont écrits sur ma fiche vont avoir ces 4 bonus-là. Fait que c'est intéressant de pouvoir passer ces bonus d'un à l'autre. Fait que pour moi, c'est des champs de recommandation, mais c'est relativement connu que je suis quand même un fan du système de Zombicide parce que je le trouve simple, accessible et facile à expliquer. Celui-là offre les mêmes avantages dans une thématique que j'adore, avec un jeu qui est beaucoup plus difficile que les Zombicides que j'ai joué précédemment, puis qui se joue dans un temps qui est raisonnable. Je fais des parties de 1 à 2 heures, de 4 à 6 joueurs. Ça se joue très bien. Il y a toujours 6 survivants en jeu, mais j'ai joué généralement de 4 à 6 joueurs. Fait que ça se joue super bien. Donc voilà, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Et avant de te souhaiter une excellente fin de journée, je vais te suggérer de venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on tente de continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi. Bye.